Place au parti pris. François Roud, vous restez à mes côtés. Nous rejoint Abnou Chalmani pour l'International. Et c'est vous qui commencez, Roud. Vous revenez par un débat récurrent en ces temps de blocage à l'Assemblée et concernant les deux ailes extrêmes, en tout cas géographiquement dans l'Assemblée, LFI d'un côté, le RN de l'autre, qui fait partie de l'arc républicain. Vous vous dites, ne nous trompons pas. C'est-à-dire ? En fait, je revenais sur la phrase de François Hollande qui a dit hier dans le Figaro « Je ne mettrai pas de signe égal entre RN et LFI ». Je condamne tous les débordements et outrances de cette formation politique et notamment l'utilisation cynique qu'il fait de la tragédie de Gaza et du comportement inadmissible du gouvernement Netanyahou avec le risque d'entretenir l'antisémitisme, mais je ne le mets pas en équivalence avec le RN qui promeut les discriminations et la préférence nationale. Et il répondait un peu à Nicolas Sarkozy qui, dans une interview au Figaro, avait dit aussi, lui, que le RN était dans l'arc républicain. Alors, première remarque pour écarter, je suis pas sûre qu'on puisse encore décider de qui est républicain ou pas lorsque les électeurs choisissent massivement des partis populistes de gauche ou de droite. Je crois qu'il faut d'abord essayer de comprendre, vous voyez. Bon, ça c'est premièrement. Mais enfin, puisque on en est à brandir les anathèmes et à décerner des brevets, je vais vous dire, j'ai été choquée qu'on inclue, même avec des réserves, LFI dans les partis républicains. Si on prend une définition des valeurs fondamentales de la République, on parle démocratie représentative, état de droit, séparation des pouvoirs, respect des minorités, laïcité, par exemple. Alors, j'entends qu'on considère que le RN remet en cause ces valeurs lorsqu'il veut contourner le Conseil constitutionnel ou qui remet en cause les traités européens ou qui critique ouvertement la justice. J'entends qu'on considère que le RN remet en cause ces valeurs lorsqu'il veut réserver les prestations sociales aux seuls Français, qui veut par là discriminer les habitants de notre pays, même si, les travaillistes anglais, par exemple, ils veulent limiter le regroupement familial, les socialistes danois, etc. Bon, c'est une autre question, c'est pas la République française. Mais alors, du côté de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est vraiment républicain de critiquer la démocratie représentative et de défendre un système d'élus révocables ? Lorsqu'on voit dans ce fonctionnement interne de LFI l'absence totale de débat interne et de démocratie, moi je m'interroge. Est-ce que c'est vraiment républicain lorsque des émeutes secouent le pays en juin 2023 et qu'il y a des blessés, qu'il y a des structures représentant l'État qui sont détruites, qu'on met en danger la vie d'élus parce qu'il y a des attaques à leur domicile ? Et que Jean-Luc Mélenchon ne demande pas l'appel au calme et demande seulement la justice. Est-ce que c'est républicain de dénoncer les actes de la police systématiquement en utilisant l'expression « la police tue » Est-ce que c'est républicain de tenter d'intimider les préfets ? Ça, c'est très récent, vous pouvez l'écouter. Ça date du 22 août dernier. Il protestait contre les préfets qui portaient plainte contre des élus qui dénonçaient les violences policières. Écoutez. Le devoir du préfet est de servir et d'obéir à la loi. Et la loi, c'est que c'est lui qui se tait. Nous vous mettrons en prison avant que vous nous y mettiez. Il parle au préfet. Bon, l'association du corps préfectoral a annoncé déposer une plainte contre le chef des Insoumis. Alors on sait bien aussi que les LFI sont formés sur des techniques de désordre, de bordélisation entre guillemets. Louis Boyard, le lycéen, l'avait expliqué dans une vidéo qui a fait Flores, où il expliquait qu'il fallait créer les conditions fausse d'une panique générale, je cite. Bon, enfin sur la laïcité, la défense des signes religieux ostentatoires à l'école, dans les lieux publics, alors que des lois ont été votées, ces clins d'œil incessants, tellement caricaturaux, encourageant le communautarisme. Il y a eu des manifestations, j'en avais parlé ici, où ils défilaient à côté d'islamistes fichés S, comme Imzalen encore récemment, qui, on le sait, sont contre l'égalité homme-femme, contre l'avortement, des lois de la République, homophobes, évidemment, contre le mariage pour tous, puisque c'est François Hollande qui en parlait. Selon Le Point d'ailleurs, LFI cherche à interdire la parution d'un livre relatant les relations entre certains élus LFI et la mouvance islamiste. Ce livre, je le cite, s'appelle Les complices du mal d'Omar Souleyman, un journaliste franco-syrien. Enfin, comme le dit François Hollande, on peut reprocher à LFI, je cite, son utilisation cynique de la tragédie de Gaza qui peut conduire à l'antisémitisme. Là-dessus, les exemples sont innombrables. Alors, est-ce qu'on peut vraiment considérer que toutes ces choses-là sont pas hostiles à notre pacte républicain ? Si je voulais caricaturer et résumer, d'une certaine façon, critiquer la justice, c'est mal. Critiquer la police, ça passe. Inspirer ou récupérer les gilets jaunes, c'est mal. Récupérer le 10 septembre, ça passe. Être raciste, ou en tout cas avoir des propos qui peuvent conduire à une ambiguïté sur les discriminations racistes, c'est mal. Avoir des propos qui peuvent conduire à l'ambiguïté sur des propos antisémites, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je vais vous dire, je parle pas des positions ambiguës, aussi ambiguës du RN que de LFI sur l'Ukraine, sur Zelensky, sur Poutine, je passe.
Alors je comprends que certains à gauche aient du mal à accepter que ce parti-là soit devenu infréquentable. Je sais que certains se disent Mélenchon, il disparaîtra un jour de la scène, ça arrivera un jour et les électeurs vont venir vers nous. Et puis il y a les élections législatives anticipées peut-être, une dissolution des municipales, etc. Alors moi, je vais vous dire, la semaine dernière, l'ancien président Sarkozy, on en a parlé ici, a autorisé en quelque sorte les électeurs LR à voter RN si un duel se présentait entre RN et LFI à une élection. Hier, François Hollande a en quelque sorte autorisé les électeurs PS à voter LFI en cas de duel avec le RN, puisque c'est ça. Moi, je vais vous dire, comme éditorialiste, je refuse les deux. François ? Écoutez, non, votre plaidoyer est impitoyable. On n'y peut rien rajouter. On ne peut attribuer cette position de Hollande qu'à des calculs, même pas politiques, mais politiciens. C'est que les socialistes, au moins une part, dépendent encore des voix LFI. Je note qu'il n'y a qu'un homme de gauche, un seul, qui s'est exprimé absolument sans nuance sur la question, qui a dit non à LFI, c'est Glucksmann. Raphaël Glucksmann, absolument. Les autres... Manuel Valls aussi, depuis toujours. Oui, bien sûr. Pardon, je ne le comptais plus dans les hommes de gauche, mais vous me reprenez à juste titre. Oui. Bon. Et pareil, non pas mieux. Bon. Tout à fait d'accord. C'est ce qu'on entend par arc républicain. Oui, c'est tout le débat. Voilà. On essaye de... Est-ce qu'on parle d'une notion juridique ? Est-ce qu'on parle d'une notion politique ou éthique ? C'est une notion politicienne. Oui. En plus, moi je pense qu'il ne faudrait pas rentrer dans vous voyez, je pense qu'il ne faudrait même pas rentrer là-dedans, je vous dis franchement. Mais une fois qu'on rentre là-dedans, si on définit l'arc républicain, on prend quelques critères, on les regarde. François, votre parti pris économique, on découvre dans un document laissé par François Bayrou après coup qu'il y avait bien d'autres pistes pour faire des économies, en particulier sur les ruptures conventionnelles, et vous dites oui, il faut agir sur ce sujet-là. Oui, c'est le journal Les Échos qui nous apprend ça. C'était effectivement dans les cartons et ça semble être regardé avec intérêt par l'actuel gouvernement. De quoi s'agit-il ? Ces ruptures conventionnelles, c'est un dispositif qui permet à un employeur et un salarié de se séparer à l'amiable, c'est-à-dire sans avoir recours au laborieux, coûteux, incertain processus juridique du licenciement. C'est un accord individuel entre le salarié et l'entreprise. Il est très avantageux pour les deux parties. Le salarié touche des indemnités au moins égales à celles du licenciement. Indemnité chômage. Et bien sûr, il a le droit aux indemnités chômage, c'est-à-dire qu'il s'inscrit à Pôle emploi, exactement comme s'il était licencié, en fonction du nombre de mois qu'il a travaillé, il profite des indemnités. Et puis, l'employeur, de son côté, il est justement dispensé de ces procédures assez lourdes, et puis de l'aléa qui accompagne toujours le licenciement, puisqu'il y a le tribunal des prud'hommes qui est assez imprévisible. En fait, l'inspection du travail regarde bien les ruptures conventionnelles, mais elle fait ce qu'on appelle un accord tacite. Si on n'a pas de nouvelles dans les 15 jours, l'affaire est réputée acceptée. Accord gagnant-gagnant qui explique l'extraordinaire succès de cette affaire. Il y a aujourd'hui près de 45 000 ruptures conventionnelles par mois. Par mois. C'est-à-dire plus de 500 000 par an. C'est en croissance continue. On va voir la courbe depuis sa création en 2008. Le problème, évidemment, c'est que si les deux parties gagnent, c'est parce qu'elles s'entendent sur le dos d'un troisième larron. On devine lequel. La collectivité à qui on demande de régler la facture. L'assurance chômage paye donc les indemnités. Les ruptures conventionnelles représentent un quart des versements de Pôle emploi aujourd'hui, donc c'est considérable. Et c'est ça que le gouvernement, à juste titre, déplore. Il projette donc de taxer davantage les indemnités. Aujourd'hui, elles sont taxées à 30%, elles seraient taxées à 40%. Bon, c'est une augmentation modeste. C'est d'autant plus judicieux que ce dispositif est quand même largement détourné. Côté salarié, ça peut être aussi une démission déguisée pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir. Conjoint qui déménage, qui est obligé de déménager, et puis on le suit, du coup, on s'entend avec son employeur pour quitter l'entreprise sans dommage. Ou bien un congé parental qu'on veut prolonger, ou encore, je sais pas, un stage de macramé. Enfin, toutes les possibilités sont envisageables. Pour l'entreprise, ça peut être aussi un moyen litigieux et commode de se débarrasser d'un salarié dont on ne veut plus, ou bien, on l'a vu aussi, de se débarrasser d'un salarié proche de la retraite et on ne veut pas payer les indemnités qui lui sont liées. Alors, ça
partez peut-être d'un bon sentiment. Oui, absolument. Et au final, le dispositif prend une telle ampleur. Comme toujours, David. Parce que, alors, faudrait-il le supprimer ? Les entreprises y tiennent mordicus. Parce que, justement, c'est une espèce de façon dérivée de se séparer sans avoir ce risque-là. Les salariés aussi y tiennent. Mais c'était à l'origine une invention du patronat. C'est Laurence Parisot, à l'époque patronne du MEDEF, qui l'avait inventé sous présidence Sarkozy en disant, voilà, c'est une forme de flexibilité à la française. Quand on dit à la française, en général, on fait payer l'État. Et ça résume d'ailleurs bien notre réglementation. On a d'un côté un régime standard qui est tellement complexe et coûteux qu'on est obligé de prévoir des procédures, je dirais, d'exception, rapides mais coûteuses, à la charge de la collectivité, largement détournées, vous l'avez dit, de leur objet premier. Ben, c'est ça aussi, l'État social à la française. Abnous, votre parti pris international, vous revenez sur la manif géante de Londres contre l'immigration, mais aussi pour la liberté d'expression. Et vous dites la liberté d'expression n'est pas d'extrême droite. Que voulez-vous dire ? Je suis colère. Je veux dire qu'on a évidemment que l'extrême droite qui manifeste contre l'immigration, j'allais dire c'est un classique de 40 dernières années parce qu'on n'a pas écouté l'insécurité culturelle du petit peuple, disons-le concrètement, mais on a tendance à oublier que Tommy Robinson, l'organisateur, pour lui, cette marche était une célébration de la liberté d'expression et le début d'une révolution culturelle. Et là, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt parce que comme les libéraux, vraiment globalement, les libéraux et pas seulement la gauche, ont abandonné le drapeau, les hymnes nationaux, le patriotisme à l'extrême droite de peur de faire le jeu justement de l'extrême droite, comme si aimer son pays équivalait à être contre quelqu'un, alors qu'on peut aimer son pays sans être contre qui que ce soit. C'est la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Là, depuis les années 2000, je vois un glissement de la liberté d'expression qui est quand même un acquis des libéraux depuis la glorieuse révolution anglaise du XVIIe siècle, un espèce d'abandon comme ça, suicidaire à l'extrême droite. Et pourtant, J.D. Vance, le vice-président américain, nous avait prévenu quelque part en février dernier à Munich. On le réécoute. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Et c'était quoi la réaction des libéraux à ce moment-là ? Cette espèce de chose qui m'exaspère, l'indignation. Alors tout le monde était indigné. Mais c'était quand même là une occasion merveilleuse pour tous les libéraux, de gauche comme de droite, de dire non, mais ça suffit, on se réapproprie ce qui nous appartient, qui est la liberté d'expression. Parce que c'était quoi la liberté d'expression jusqu'à l'orée des années 2000 ? C'était une volonté de dire, de libérer toutes les paroles, que ce soit de toutes les classes sociales, des écrivains, des artistes, mais vraiment de tous, contre l'immobilisme des institutions. Quelque part, c'était blasphémer joyeusement contre tout ce qui immobilise, tout ce qui est le paraître pour tout d'un coup être. C'était une célébration de l'individualisme. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années... Ça a commencé dans la fin des années 90, mais au moment des années 2000, justement, c'est là qu'est apparu le fameux Tommy Robinson qui était tout jeune et qui venait des hooligans, et un certain Geert Wilders qui a fini aux Pays-Bas par gagner les élections l'année dernière, et qui, eux, ont commencé, des types d'extrême droite, alors que c'était pas leur truc, mais à se présenter comme les chantres de la liberté d'expression. C'est-à-dire contre ce qu'ils appelaient le politiquement correct. Ce qui correspond à l'arrivée du politiquement correct, qui est cette idée de la fin des aspérités, la fin de la nuance, la fin des ambiguïtés, et où on est dans une espèce de recherche de pureté. Alors c'est une pureté impossible contre une transgression qui est forcément malsaine parce qu'elle pourrait mettre des mauvaises idées dans la tête des gens. Et c'est ce politiquement correct du début des années 90 qui a commencé à muter, à se transformer en royaume du Wokistan, et où moi j'aimerais quand même comprendre comment est-ce qu'une demi-seconde des libéraux de gauche en particulier ont pu imaginer que le fait de censurer et de prendre les citoyens pour des abrutis finis qui étaient si influençables que le titre d'un bouquin pouvait les faire passer pour fascistes, et après on s'étonne que ce truc n'ait pas fonctionné, que ce soit devenu cette chose monstrueuse qui a eu comme réaction le contre-wokisme de Trump qui est revenu en plus au pouvoir. Et qu'est-ce que ça veut dire cette d'abandon de la liberté d'expression? Un des premiers signes, c'est la fin du débat. Et la fin du débat, pour le coup, c'est, mais vraiment là, il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est la fin des démocraties libérales, et c'est justement ce que pointe très finement
L'écrivain Emma Becker, dont j'aime autant le tempérament que la littérature, dans une tribune au Figaro qui est parue ce vendredi, intitulée « J'aimais beaucoup Charlie Kirk », où elle écrit « Cette joie du débat rondement mené, où l'on accepte de se laisser convaincre si les arguments sont bons, est manifestement devenu depuis quelques années un sport de droitard. » Oui, parce que lui, il disait Kirk, venez me convaincre. Venez me convaincre, débattons. Il aimait le débat. Et il arrivait avec ça de Ça n'empêche que certains de ses propos pour nous, Français... Ah mais moi je suis d'accord en rien, ce que dit Emma Becker, on est d'accord en rien. Et mais si c'est ce que l'on devient parce qu'on est abasourdi qu'il n'y ait plus pour toute réponse à des désaccords qu'une balle dans le cou, alors petit suis-je de droite et peut-être n'en ai-je même pas honte. C'est ça la réalité de la chose. C'est que débattre, c'est déjà accepter de monter au front et d'accepter d'être contredit. C'est de prendre du plaisir à être contredit parce qu'on a préparé d'autres arguments et que c'est que ça l'échange. Et qu'à la fin, comme elle le disait encore hier dans une intervention médiatique, c'est que, on n'est pas d'accord, mais qu'à la fin, on est capable de se serrer la main. Et est-ce que j'ai le temps de passer un son ou c'est trop tard? Parce que pour une fois, j'allais être d'accord avec Bernie Sanders, qui est quand même le parangon de la gauche et qui a été le seul à gauche à non seulement déplorer la mort de Charlie Kirk, parce qu'il n'est pas normal que qui que ce soit de droite. Il y en a quand même beaucoup qui l'ont déploré. Non, mais lui, en disant, c'était un type intelligent, c'était un type qui allait physiquement au débat, qui n'avait pas peur de la contradiction, et que si on refuse le débat, c'est la fin de la démocratie et c'est la fin de la liberté. Et pour une fois, je suis d'accord entièrement avec Bernie Sanders. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.